France Info, édition spéciale. Édition spéciale ce soir sur France Info, au pluriel cette édition spéciale, puisque après avoir parlé de Las Vegas, après avoir parlé de Marseille, nous allons parler de la Catalogne avec entre autres ce soir, journaliste Brigitte Benkemoun, également François Orcival de Valeurs Actuelles, Stéphane Vermette de Ouest France. Rien en Espagne, qu'il s'agisse d'un repas ou d'une bataille, n'a jamais lieu à l'heure fixée. Voilà ce qu'écrivait George Orwell dans son livre Hommage à la Catalogne. Pourtant hier, cette région de la péninsule ibérique était à l'heure, au rendez-vous qu'elle s'était fixée. Le référendum catalan pour son indépendance est donc tenu avec ce résultat, 42,3% de participation et une victoire du oui à 90%. Mais ce qui a marqué l'Espagne, ce qui a marqué l'Europe, ce qui a marqué le monde, ce sont bien sûr ces violences qui ont entaché cette journée avec plus d'une centaine de blessés, des policiers fermant les bureaux de vote et subtilisant les bulletins. Et maintenant, c'est ce que nous allons voir avec notamment avec vous, Gérard Onesta. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-président de la région Occitanie, vous êtes le seul observateur électoral français présent pendant les votes des Catalans. Comment ça s'est déroulé le jour d'après, aujourd'hui, lundi, en Catalogne ? Alors le jour d'après, dans la ville de Barcelone, c'était un mélange de soulagement. D'abord parce qu'il n'y avait plus les hélicoptères qui tournaient autour des têtes, ça a un petit peu allégé l'atmosphère. Il n'y avait plus de la Guardia Civile 4x4 à chaque carrefour. Et il y avait une part de joie aussi. J'ai vu des gens danser, place de Catalunya, place San Jaume, des jeunes qui se prenaient dans les bras, des gens qui s'embrassaient sans même se connaître. Et puis il y a une grande part d'incertitude parce qu'à partir de maintenant, on a vu que du côté du gouvernement de Madrid, il était capable d'aller très très loin. Et si le gouvernement de la Catalogne fait un pas supplémentaire, c'est-à-dire l'indépendance dans les prochains jours, personne ne sait trop comment cela va se traduire dans leur vie au quotidien. Alors, Gérard Onesta, pour Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, il n'y a pas eu hier de référendum sur l'autonomie catalane. Il n'y a rien eu. Oui, je pense que à ce niveau-là, l'autisme politique est clinique. J'ai même entendu cet après-midi son ministre, je crois, de la Justice, qui disait que les vraies victimes hier, c'était les policiers qui ont subi beaucoup plus de violence que les citoyens. Donc, à partir d'un moment, quand on veut ne rien voir, on ne voit rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pathétique à ce niveau-là. On voit quand même, alors un référendum qui a rassemblé 42% des votants, mais ce n'est pas forcément une majorité de votants en Catalogne. Ça veut dire quoi, qu'il y a quand même une majorité de Catalans qui laissent faire, qui attendent de voir ce qui se passe ? Attention, les 2 200 000 bulletins qui restaient dans les urnes non détruites représentent 42%. Mais un très grand nombre d'urnes ont été détruites. C'est-à-dire que s'il y avait eu ces bulletins supplémentaires, on aurait très certainement largement passé la barre des 50, voire des 60%, ce qu'on sait tous les sondages. Les 42%, c'est ce qui reste après le passage de la Guardia Civile. Donc on est dans un étiage absolument normal pour un vote en Catalogne, vote pourtant qui a été fait dans des conditions de pression policière absolument insupportables. Je crois que le monde entier en était témoin. Et une intimidation dans les semaines qui ont précédé, où en gros vous étiez fonctionnaire, vous étiez trouvé à 100 mètres d'une urne, vous risquiez de perdre votre travail. Donc le taux de participation est même surprenant. Moi je ne m'attendais pas à un tel taux de participation. Les indépendantistes eux-mêmes espéraient 1 million de voix. Ils ont eu 2 millions de sur, peut-être 3 millions avec les confiscations d'urnes. Alors Gérard Onesta, la question qu'on se pose aujourd'hui finalement, alors pour les personnes qui n'ont pas suivi toute cette histoire, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça finalement, alors qu'on se souvient en Écosse, il y a 2 ans, le référendum avait été organisé en concertation entre l'Écosse et le gouvernement britannique, tout s'était déroulé normalement. Pourquoi là ça n'a pas pu se faire entre Madrid et la Catalogne ? Je pense parce que la transition entre le franquisme et la démocratie n'a pas été totalement achevée. Il faut savoir par exemple que contrairement au Portugal où après la chute de la dictature on avait en gros dégagé tous les juges qui avaient été mis en place par les dictateurs, après Franco ce ne fut pas le cas, ce qui permet encore à des pans entiers de la société d'être contrôlés non pas par le franquisme mais par une sorte de post-franquisme dont la psyché, dont le logiciel ne permet pas d'envisager une moindre différence. Pourtant en Espagne, les nationalités existent dès l'article 2 de la Constitution et M. Puigdemont est, je crois, le 170 ou le 180e président de la Generalitat. Donc c'est une très très vieille histoire. Vous auriez pu rajouter à la liste des pays qui sont prêts à faire du séparatisme la France, puisque je vous rappelle que dans quelques années, 2 ou 3 ans, nous allons avoir peut-être un séparatisme de la Nouvelle-Calédonie. Et là, seuls les Néo-Calédoniens voteront et pas les Alsaciens ni les Bretons. Alors ça, justement, on en parlera plus tard dans l'émission, ça sera en novembre 2018. Une dernière question, Gérard Onesta. Pour vous, vous êtes encore sur place à Barcelone. À quoi vont ressembler les prochains jours ? Demain, il y a une grève générale ?
Oui, la société civile veut montrer qu'elle est extrêmement mobilisée et qu'elle ne se laissera pas faire. Le président du gouvernement a demandé le retrait de tous les milliers de gardes civils qui sont encore sur le territoire. Mais d'un autre côté, il est demandé par certains partis à Madrid l'application de l'article 155 de la Constitution, c'est-à-dire la mise sous tutelle complète, la destruction de la Generalitat. La dernière fois que ça s'est passé, c'était sous Franco. Vous imaginez le traumatisme dans le traumatisme. Les prochains jours vont être absolument cruciaux à suivre. Merci beaucoup Gérard Onesta. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Occitanie et le seul observateur électoral français présent sur place, Brigitte Benkemoun. C'est vrai que les images du week-end ont été terribles pour Madrid. Les images du week-end sont terribles et on entend Gérard Onesta qui est évidemment très sensible à cette question, à cette cause. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on observe ce qui se passe en Catalogne à la lumière de clés qu'on va chercher dans le colonialisme. La Catalogne, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas l'Indochine. Les Catalans sont pas des peuples qui réclament le droit à disposer d'eux-mêmes. Ils sont pas sous le joug des Espagnols. On est dans une logique complètement différente et on n'a pas les pauvres Catalans brimés par les méchants Espagnols. Ce sont des régions, et on en parlera parce qu'il y a d'autres régions en Europe qui sont dans le même cas. Ce sont des régions plus riches que l'ensemble de leur pays. C'est ça. Et ça fait partie d'ailleurs, ça fait partie de ça. Qui veulent se débarrasser des problèmes liés aux régions les plus défavorisées. Et je pense quand on écoute Gérard Onesta, on a une vision assez romantique de la Catalogne qui veut se libérer de l'Espagne. C'est un peu plus compliqué que ça. Et là, on assiste quand même à un vrai gâchis qui pose des vrais problèmes par rapport à l'Europe et à la démocratie. Parce que je suis presque d'accord avec Rajoy, c'était pas un référendum hier. François Orcival. Absolument. Et ça, là-dessus, je serai en entier accord avec Brigitte. Il faut ajouter une chose, c'est la répétition dans la parole de Gérard Onesta qu'on a entendu de Franco. Franco. Pourquoi ? Il y a 40 ans, donc en 1977, que l'autonomie de la Généralité de Catalogne existe et que c'est à ce moment-là que ces institutions ont été installées. Donc, ne pas nous dire que tout ça n'existe pas. Je veux dire par là que l'autonomie a été reconnue par l'Espagne. Mais l'Espagne ne peut pas se permettre, enfin constitutionnellement, de l'identité même de l'Espagne ne peut pas reconnaître qu'elle va exploser comme ça, c'est pas possible. Alors évidemment, nous avons des événements aujourd'hui, mais je suis aussi en accord pour dire que je ne vois pas ce qui caractérise vraiment un référendum dans cette affaire. Alors on va continuer à parler de la Catalogne. Dans un instant, l'info à 20h40, Marc Potvin. France Info. France Info. Édition spéciale. Édition spéciale, et dans cette partie, on parle de la Catalogne. Demain, il y aura une grève générale en Catalogne. Même le FC Barcelone a appelé à faire la grève, c'est vous dire. Et l'Europe, dans tout ça, eh bien, justement, c'est la grande muette. Et pourtant, elle a publié un communiqué. On va écouter Margaritis Chinas, c'est le porte-parole de l'exécutif européen. Au regard de la Constitution espagnole, le vote d'hier en Catalogne n'était pas légal. Pour la Commission européenne, comme le président Juncker l'a répété à plusieurs reprises, il s'agit d'une question interne pour l'Espagne qui doit être traitée dans le respect de l'ordre constitutionnel espagnol. Voilà, Stéphane Vernet, on voit quand même une Europe très très polie qui ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, que faire maintenant de ce scrutin en fait ? L'Europe est très très gênée parce qu'il n'y a pas que la Catalogne. Derrière, il y a d'autres enjeux. Il y a les Écossais qui veulent refaire un référendum après le Brexit. Mais vous avez les premiers à réagir dimanche soir après les événements. C'était les Flamands en fait, les Lombards qui sont dans la même perspective. C'est-à-dire, ce sont aussi des régions très riches, plus riches que leurs voisins, qui ne veulent plus vivre avec des voisins qu'ils considèrent trop pauvres ou comme un poids. Voilà. Donc il y a derrière. Ils sont embêtés l'Europe justement avec ça, c'est-à-dire aussi sur. Depuis le début, on sait que si la Catalogne avait eu cette constitution directement indépendante, l'Union européenne a dit qu'elle ne la reconnaîtrait pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème, une peur de la contagion, vous dites en fait de ça. Ah mais carrément, c'est ça. Mais clairement, mais très très clairement. Et je pense que le risque est réel. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un contexte post-Brexit qui est quand même assez douloureux à vivre pour l'Union européenne. Si on a des régions qui commencent à s'autonomiser toutes seules entre guillemets, vous pouvez avoir un effet domino. Il faut savoir que parmi les observateurs qui étaient sur le terrain
scrutin en Catalogne dimanche, il y avait beaucoup de régionalistes, d'indépendantistes partout. Il y avait des Bretons aussi. Ça a été très suivi, très couvert en fait. Des gens qui s'intéressent à ce processus. Et puis l'autre problème, c'est qu'il existe quand même un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et que là, on est dans un paradoxe assez important. Moi, ce que je comprends pas dans l'attitude du gouvernement espagnol, c'est que a priori les sondages laissaient penser que seuls 40% des Catalans eux-mêmes seraient intéressés ou favorables à une prise d'indépendance. En interdisant le référendum, l'effet est juste désastreux. On l'a vu les images. Alors justement, sur place, on va voir comment ça se passe de nouveau. On va rejoindre Isabelle Labeyrie. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'envoyé spécial de France Info en Catalogne. Vous êtes à Barcelone. Ce soir, justement, quelle est la situation sur place? Est-ce que c'est calme, posé? Est-ce qu'on continue à célébrer ou au contraire à s'inquiéter du scrutin? Alors là où je suis pour l'instant c'est très calme, mais vous savez que tous les soirs à 22h la ville résonne des caceroladas. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on se met à sa fenêtre, en gros on tape le plus fort possible avec une cuillère sur une casserole ou une poêle, et c'est une résistance passive mais extrêmement sonore. Donc on devrait en avoir tout à l'heure ici. Non, il y a eu beaucoup de manifestations dans la journée, à peu près 15 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Barcelone contre justement cette violence, cette répression. Il y a un mot que moi je n'ose pas employer, mais qui était à la une ce matin de plusieurs journaux, c'est le mot insurrection. C'est un mot trop fort, mais quand même, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse aussi. Cette violence-là qu'on a vue hier, elle n'a pas été complètement digérée, ça c'est sûr. Elle a changé le visage du référendum, et votre intervenant le disait aussi. Elle a aussi changé le statut des indépendantistes qui sont passés du camp des rebelles à celui du camp des victimes. Donc demain, on va encore voir ce mouvement de colère s'exprimer. Il y a une grève générale, 44 associations, les syndicats, les associations indépendantistes. Vous le disiez, le Barça qui va se joindre au mouvement. Donc, on est peut-être là en train d'entrer dans une phase de mouvement, de manifestation, de rue, que la Catalogne connaît peu finalement, parce que jusqu'à présent, tous les défilés sont extrêmement soutenu, pour ne pas dire encadré par les indépendantistes. Là, on est peut-être sur quelque chose de très différent, une colère qui va s'exprimer, et puis surtout qui accroît encore, qui renforce le durcissement des positions catalanes vis-à-vis du pouvoir central de Madrid. Une chose, Isabelle, vous nous avez dit, 44 associations qui appellent à manifester demain pour une grève générale en Catalogne, donc ça veut dire que ça sera très suivi? Oui, bien sûr, ce sera probablement très suivi, et ce sera peut-être pas la seule. Après, ça fait aussi plusieurs jours qu'il y a des manifestations assez importantes, Plaça de Catalunya, sur d'autres places. Chacun se regroupe un peu selon ses affinités. On a les étudiants d'un côté, d'autres associations de l'autre. On va voir ce que ça donne. C'est surtout l'appel à la grève qui va être assez significatif. Est-ce qu'il y aura des débrayages d'1 heure dans les entreprises? Est-ce que ce sera toute la journée? Pour l'instant, c'est pas très clair. On verra vraiment ce que ça donne demain à la mi-journée. Merci beaucoup, Isabelle Labeyrie. Vous êtes l'envoyée spécial de France Info à Barcelone. On continuera bien sûr à vous suivre toute la soirée et demain bien sûr avec cette grève générale. Brigitte Benkemoun. Moi je trouve qu'on n'insiste pas assez sur l'échec et les erreurs politiques énormes de Rajoy. Le Premier ministre espagnol. Et ça commence déjà dès 2010, parce que la Catalogne avait obtenu une autonomie renforcée. Et il s'est empressé d'annuler cette autonomie renforcée dès 2010. Donc on va de maladresse en erreur et jusqu'à la façon de briser dans la violence cette manifestation, ces événements d'hier. Alors je voudrais juste il a dit deux choses après le référendum. Il a dit il n'y a pas eu de référendum et l'État a été fort. En réalité, l'attitude qu'il a adoptée, c'est un aveu de faiblesse. Il est dans une position de faiblesse. On n'a pas recours à la force de cette manière quand on est un État fort. Politiquement, il est très affaibli. On aurait peut-être 45% pour. Quoi. Alors, justement, je voudrais juste vous faire écouter un son pour vous montrer à quel point ce référendum a eu des répercussions dans le monde entier. On parle beaucoup en France de Nicolas Maduro, parce quand on parle des insoumis, ça tombe bien, puisque hier, le président vénézuélien a réagi au scrutin qui se tenait en Catalogne. On écoute Nicolas Maduro. Au nom de tout le Venezuela, et j'ose même dire au nom de toute l'Amérique latine et des Caraïbes, nous tendons notre main au peuple de Catalogne. Notre amour va au peuple de Catalogne. Catalogne avance, Catalogne avec force, Catalogne résiste. Et M. Rajoy a choisi ce qu'il y a de plus vulgaire, la répression sévère de gens innocents. Alors qui est le dictateur ?
Voilà, donc Nicolas Maduro, président du Venezuela. C'est un bon allié, c'est un très très bon allié. Moi, en effet, effectivement, si les Catalans je sais que c'est un ami à vous, donc c'est pour ça, je sais qu'il est... adopter le régime vénézuélien, ils seront gâtés. Non, mais je pense que c'est pas du tout ça, en plus, comme le disait Brigitte Benkemoun, par rapport aux richesses de la Catalogne. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous... mais le Venezuela a détruit ses richesses. Alors, on en parlera une autre fois, mais c'était juste pour l'anecdote. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle crise européenne? François Orcival. Ça risque. C'est un risque. C'est un risque. Et il faut se dire qu'en Espagne, quand vous évoquez Franco, vous prenez des risques tout le temps, effectivement. Et là, Franco ne s'est pas présenté. Non. Je sais ce que je dis. Oui. Je veux dire par là que quand telle ou telle parti, fraction politique en Espagne n'ont pas fait référence, mais rappellent le souvenir du régime autoritaire de Franco, ou ce qui y a conduit, c'est-à-dire la guerre civile, tout ça n'est pas éteint. Alors, c'est dangereux. On va continuer à en parler dans un instant justement sur cette peut-être contagion éventuellement à d'autres régions autonomes dont vous parliez tout à l'heure en Europe et pourquoi pas en France. On voit ça dans un instant. L'info à 20h50, c'est Marc Potvin. France Info. France Info. Édition spéciale. Édition spéciale, on parle de la Catalogne. Alors on l'a dit justement, pourquoi l'Union européenne est si muette à ce sujet? C'est vrai qu'il y a peut-être des risques de contamination justement autonomiste à travers l'Europe. Et c'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron a parlé ainsi du résultat du référendum catalan. On écoute le président de la République. Un principe extrêmement simple, c'est que entre États membres, nous n'avons pas de leçons à nous donner. Et nous avons à rappeler quand la Commission européenne et nos règles communes sont enfreintes. Je connais un interlocuteur, c'est l'Espagne. J'ai un interlocuteur à la table du Conseil, c'est Mariano Rajoy. Et je sais qu'il gère au mieux possible les affaires domestiques espagnoles. Et sur celle-ci, je n'ai aucun commentaire ni aucun conseil à donner. Voilà, Stéphane Vernet, une nouvelle fois, prudence, exactement comme le porte-parole de la Commission européenne. On voit en France, alors en France, on se souvient, il y a eu des tentations autonomistes. Alors vous êtes de Ouest-France, donc vous savez qu'en Bretagne, voilà, il y en a eu certaines également. Ça semble en sommeil. Est-ce que vous l'avez dit, il y a eu des observateurs qui sont partis à Barcelone, un peu ailleurs. Est-ce que ça peut les réveiller, à votre avis? Non, en France, moi, je crois pas du tout. Non. En France, vraiment, je crois pas du tout. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Il y a c'est la France, hein, bien sûr, mais la Corse, ils ont ce qu'ils veulent. La Corse, ils ont ce qu'ils veulent. Stéphane Vernet. Moi, je crois pas. Je crois pas. Je vais faire comme Donald Trump. Je pense qu'à ce stade, le débat est tout à fait prématuré. Mais non, je pense que le problème, il existe dans d'autres pays européens. Encore une fois, on citait la Belgique, l'Italie. Et là, il y a une force de l'exemple qui peut être donnée et qui peut devenir tout à fait problématique. Et donc, Emmanuel Macron, il a raison quelque part de reconnaître c'est un discours prudent, mais comme disait François Dorcival tout à l'heure, il y a risque dans l'histoire de ce pays, dans ce qui est en train de se passer. Il faut se souvenir aussi que la démocratie c'est pas quelque chose d'acquis et que quand les gens décident de divorcer et que le divorce se fait pas à l'amiable, ça peut très mal se passer. Ça est arrivé à plusieurs reprises en Europe. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Vous allez me dire c'est pas du tout le même contexte, mais regardez ce que ça a donné. Exactement, c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs. Il y avait une parole de l'Allemagne à l'époque qui reconnaissait en fait la partition de la Yougoslavie, qui a été aussi déclencheuse dans le conflit. Donc moi je pense que là, Emmanuel Macron, il est peut-être très prudent, mais il a fortement raison. Et c'est assez amusant parce qu'on voit en effet des journaux slovènes donc qui faisaient partie avant donc de la Yougoslavie, qui aujourd'hui soutenaient finalement ce référendum en Catalogne pour dire pourquoi pas après tout. François Orcival, on en parlait tout à l'heure. Finalement, il va y avoir un référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Ça sera en décembre 2018. Donc là pour une éventuelle autonomie. Mais vous, est-ce que la France, d'ailleurs, quand on parlait de la Bretagne, on parlait du Pays Basque, on parlait de la Corse pendant très longtemps. Aujourd'hui, pour vous, ces velléités, elles sont éteintes. On a quand même 3 députés autonomistes corses aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est bien, je trouve. Non, moi ça ne me gêne pas. Ils sont autonomistes, très bien. Mais ce sont quand même des gens qui vous disent notre ami la France, notre pays ami la France. Des bêtises. Ah bah oui, non, mais je vous le dis. Non, mais je sais. Mais pour autant, l'autonomie corse a tué tout de même l'indépendantisme corse. Ils ont leur identité, etc. Il faut bien noter qu'autrefois, on parlait des nationalités en Europe, de la question des nationalités. Mais tout ce dont on est en train de parler, c'est une question d'identité, finalement. Et alors, cela dit, le référendum en Nouvelle-Calédonie, moi, je veux bien qu'il soit indépendant, mais qui les fera vivre ?
Ah bah ça après on verra, mais c'est dans les accords de Matignon, c'est ce référendum qui doit se tenir. Mais je vous inviterai pour en parler, vous inquiétez pas. Brigitte Benkemoun, pour vous justement en France, cet exemple, catalan, ce qui pourrait être fait, ou alors même l'exemple écossais, ça veut dire vraiment en harmonie. Non, je pense pas qu'en France on est menacé par ça. On est dans un pays très centralisé, très jacobin, et on est même en Corse où la volonté, le sentiment national est très fort. Un référendum ne donnerait pas grand-chose. Mais en revanche, dans d'autres pays, en Belgique c'est évident, en Écosse aussi, l'Italie, et il faut rapprocher tout ça de populisme européen. On n'est pas dans des mouvements de libération. C'est des identités. C'est des identités qui frôlent parfois la xénophobie. Il faut savoir ce que c'est d'être plutôt castillan à Barcelone aujourd'hui. Je lisais un politologue espagnol qui expliquait qu'actuellement, un entrepreneur madrilène ne peut pas s'installer à Barcelone. On lui rejette le droit de s'installer. Pourtant, il est dans son pays. Donc, on est dans des mouvements qui sont assez excluants. Et différents quand même tous, chacun. Par exemple, tous différents. On se souvient quand même de l'Écosse qui était pour l'intégration de l'Union européenne. C'était pas du tout la même chose. Et l'Italie du Nord, ils sont beaucoup plus à l'extrême droite. Tout à fait. Allez, l'édition spéciale doit se terminer en tout cas. Dans un instant, on va continuer. Merci beaucoup Brigitte Benkemoun. Merci Stéphane Bernet. Un petit coup d'œil vite fait. Je sais, à Ouest France demain. Oui, Las Vegas et la Catalogne. Et la Catalogne. Oui, je pense qu'on sera sur nos propres territoires occupés. Très bien. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Killy. La triple